C'était les fêtes de l'Ascension, le fête de la Vierge, et un spécialiste bien équipé m'a fait comprendre qu'il voulait me faire voir quelque chose. Armé d'un drone, il avait fait les photographies aériennes concernant la déforestation. Je n'étais pas réellement au courant pour voir de telles choses, mais la fiction a dépassé la réalité. Cette déforestation n'est pas venue comme un cheveu sur une soupe. Ça a été prémédité. Des arbres qui étaient âgés de plus de 200 ans ont été assassinés. En plus de ça, j'ai pu voir et regarder que, à la première vue, l'écorce était intacte, le lièbe où passe la sève était intact, les tissus de l'arbre, des arbres étaient complètement intacts, en parfaite santé. Et alors, j'ai été abasourdi de voir de telles aberrations. On se demande après, à la télévision, dans les rapports médicaux, des maladies de plus en plus incurables jaillissent sur notre sol. Alors, il y a ce que l'on pourrait appeler les pertes des immunités, parce qu'il ne faut jamais tenir compte qu'un arbre a des réactions phagocytaires et humorales comparables à l'animal et à l'humain. Donc, ces véritables immunités partent en quenouille. Bon, en plus de ça, on s'étonne qu'il y a des douleurs rhumatismales, que l'on a du mal à respirer, que l'on a de l'asthme, que l'on a réellement des actes que l'on ne peut pas définir ouvertement. Il n'y a que disons le jargon médical qui peuvent dire voilà, il y a telle chose, les immunités ne vont pas, rien ne va, hein, et les gens sont en perdition de vitesse. Mais il y a mieux, les pertes des immunités. Je connais une jeune fille qui a 28 ans, hein, a reçu 3 fois des vaccins, hein, et à l'heure actuelle, elle ne sait plus où elle en est. Hein. Il lui faut fluidifier le sang à outrance, hein, sous peine de périr. Hein. Et là, en plus de ça, elle a perdu son travail, alors qu'au départ, si elle avait refusé de se faire vacciner, hein, elle perdait son emploi. Mais le coût est le même, parce qu'elle s'est fait vacciner, elle perd sa santé et elle perd son emploi. Voilà. Et en plus de ça, il y a encore autre chose. Cette déforestation, hein, avant on voyait les martres, les putois, les fouines, les chiens vivérins, les chats sauvages, hein, qui déferlaient dans la forêt. Hein. Il y avait les sangliers, les cerfs, les biches, les chevreuils. Et bien maintenant, ça va devenir une denrée très rare, difficile à comprendre. La fiction a dépassé la réalité. On ne peut plus, disons, voir ce qui est en réalité. C'est plus possible. Il y a eu... Le progrès a été tellement difficile, hein, on a l'impression que l'on est dans un rêve complètement
abasourdi. Quand on voit par exemple il n'y a pas qu'en France que ça s'est passé, ces choses-là. Il n'y a pas qu'en France. Hein. On voit par exemple les séquoias aux États-Unis d'Amérique, ils peuvent atteindre une hauteur de 112 mètres, hein, et également avoir une écorce qui dépasse 70 cm. Et c'est le séquoia qui est un arbre qui nous a appris à combattre les incendies de forêt. Alors je n'arrivais pas à comprendre comment que ça se fait, puisque le séquoia c'était un anti-incendie, comment que ça se faisait qu'il y avait des incendies dans les États-Unis auxquels les séquoias pullulaient avant. Eh bien voilà, parce qu'il y a eu des techniques pour mettre des incendies de forêt. Voilà, des incendies, il y a des techniques. Des techniques, comme je ne fais pas de politique, je m'abstiendrai de dire certains détails, parce que la politique n'est pas mon métier. Ce qui est mon métier, ce qui est beau et noble, hein, et quand on voit la noblesse de la création, ça c'est mon métier. Hein, c'est ce qui me tient à cœur, quoi. Le reste ne m'intéresse pas. Tout ce qui est politique, tout ce qui est des choses qui sont plus ou moins particulières, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas mettre d'une manière incompréhensible ce qui est vraiment abject pour les gens qui sont pleins de bonne foi. Maintenant, il y a encore un arbre. Les séquoias ont été évincés à 90%. Il n'y a plus de séquoias. À 90%, ils ont disparu. Par contre, il y a un autre arbre qui est en train de faire le même chemin, c'est le baobab. Le baobab est un arbre qui peut vivre 5000 ans. Et quand il y a une pluie diluvienne dans la saison des pluies, il peut emmagasiner dans ses tissus 130 mètres cubes d'eau. Voilà. Et alors, c'est un baobab. Un baobab est un arbre qui donne son eau. C'est l'arbre qui a inventé la citerne de réserve d'eau. Il donne à manger aux éléphants, aux girafes, aux singes qui s'en nourrissent, et des médicaments pour l'homme. Hein, pour augmenter leur capacité de bonne santé générale et autres. Voilà. Et les baobabs sont en train de dépérir et c'est pour cette raison que l'on voit des choses qui sont aberrantes, ils disparaissent. Avec les animaux, bien entendu. Alors, il y a un baobab historique qui a atteint 4000 ans, 5000 ans, et il est creusé à l'intérieur. Et ça a été vérifié plusieurs fois. Son creux, on peut loger 43 personnes. Et ça a été vu par des spécialistes. Donc ce n'est pas une invention. Le séquoia a une hauteur qui peut atteindre 112 mètres. Et le baobab, il faut au moins, de ce que je viens de vous dire, loger 43 personnes dans le tronc, hein, qui est creusé, que la nature a creusé, et qui est en parfaite santé. Voilà. Bon. Et le baobab, il faut une circonférence de 40 mètres, hein, facile. Pas quand il est jeune, mais quand il est en fin de vie. Si les arbres disparaissent, ça sera la flore sauvage des montagnes qui disparaîtra. Et si cette flore sacrée disparaît,
eh bien, il y aura les abeilles qui disparaîtront également. Avec comme conséquence 90% de la pollinisation qui ne se fera plus. Avec conséquence comme quoi la propolis disparaîtra également. Il n'y aura plus la gomme que nos anciens avaient pour soutenir leur santé. Le pollen disparaîtra également. C'est le pain des abeilles. Il ne faut jamais oublier que le pain des abeilles, c'est quelque chose de très précieux pour la santé des abeilles et pour le genre humain. Et en plus de ça, il y aura le venin d'abeille disparaîtra, le venin d'abeille que l'on peut justement entreprendre pour faire des traitements contre les rhumatismes. Et la goutte. La goutte qui est une partie rhumatismale qui peut engendrer des, comment on pourrait dire, des effets secondaires. Parce que l'arbre, c'est la partie végétale, c'est un monument historique que l'on ne peut pas, disons, séparer de la bonne entente entre les fleurs de montagne et les fleurs de montagne et les compartiments qui en résultent. Ce qu'il y a, c'est que quand il n'y a plus d'abeilles, l'eau deviendra plus ou moins nocif. Parce que l'eau, l'abeille puise l'eau pour faire son bon miel. Et son bon miel, c'est une priorité pour les abeilles, car les abeilles, quand il n'y a pas d'eau, ils vont dans le purin des bovidés pour récolter le pollen et tous les produits de la ruche. Quand il n'y a plus d'eau, il va vers le purin des vaches, des chevaux. C'est vital pour elles. Une chose qui est, que j'avais oublié de dire, l'acacia ou le robinier. Le robinier et l'acacia, ils ont des fleurs tout à fait merveilleuses. Ils peuvent avoir, disons, quand on goûte la feuille du robinier et de l'acacia, on a l'impression que c'est un sucre, disons, élaboré. Et quand on voit il y avait eu un chercheur qui était parti en mission et il avait mangé beaucoup de cette friandise qui était le tilleul, non, qui n'était pas le tilleul, qui était l'acacia et le robinier. Il s'était dit, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Et il a été voir dans le laboratoire qui le traitait pour le diabète. Il s'est dit, ça va être un choc, quoi. Eh bien, quand ils ont fait les analyses, ils n'avaient plus de traces de diabète. Le diabète était parti. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'après il a fait une restriction alimentaire et il s'est très bien porté, sans une minute d'avoir la terrible maladie qu'est le diabète. Parce que le diabète, c'est quelque chose de terrible. Et même le genre humain a été à côté de la plaque, parce que quand les gros poissons, par exemple, ils pouvaient donner une grande... une insuline naturelle que les chercheurs pouvaient
prendre cette insuline naturelle, hein, pour combattre les diabètes graves. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rémission possible, hein, mais pouvait diminuer vraiment comparativement aux remèdes purement chimiques concernant le mécanisme d'augmentation du glucose dans le sang. Rien n'est inutile dans la nature. Tout se conçoit, tout se conjugue. On n'a pas à calculer. On dit par exemple que l'if est un arbre mortel par ses baies. C'est exact, il est mortel. Mais il y a eu des chercheurs dans toute l'acceptation du terme qui ont analysé ce que les baies de l'if peuvent faire. Eh bien, ils ont vu que l'if peut avoir un traitement anticancéreux, alors qu'il est réputé nocif. Hein. Et c'est comme un petit peu comme la chélidoine. Il y a aussi une autre plante qui peut devenir mortelle, c'est le muguet, hein, qui ressemble à l'ail des ours. Voilà. Et il y a d'autres plantes telles la même feuille que le muguet qui sont mortelles. Hein. Et malgré ça, en homéopathie, il peut y avoir des résultats sensationnels en homéopathie. Hein. Voilà. Et puis alors là, il y a encore autre chose. Vous avez la bardane, qui est une plante qui peut soigner extraordinairement les maladies cutanées. Hein. Il y a des gens, des honorables personnalités qui avaient des maladies de peau et qui ont été guéris. Voilà. Mais enfin, tout est dans la nature. Rien n'est nocif. Tout peut être rectifié par les doses que l'on consomme. Hein, la ciguë, par exemple, eh bien, on peut en faire des doses infinitésimales pour soigner telle et telle maladie, alors qu'en grande quantité peut devenir mortelle. Voilà. Et il y a aussi il y a eu une anecdote. Il y avait un champignon montagnard qui se mangeait d'une manière tout à fait remarquable. Depuis que l'homme a touché au nitrate, à la chimification de la terre, à tout ce qui a trait à faire pousser le champignon par lui-même et autres, ou bien alors il y a eu une mutation dans le sol. Le champignon qui était comestible avant est devenu mortel. Voilà. Et alors il y a des militaires qui patrouillaient à la campagne, qui faisaient une marche de routine, et ils avaient trouvé ce genre de champignon. Et alors, tout le monde, dans les livres, c'était bel et bien marqué « champignon comestible ». Alors, ils ont mangé ce champignon-là. Ces militaires se sont retrouvés à l'hôpital. Parce qu'il y a eu, disons, quelque chose de nocif dans ce champignon. Alors, ils ne comprenaient pas. Les officiers militaires sont venus voir et disent « Mais comment ça se fait? Vous avez marqué ce champignon-là était tel à tout point de vue, comestible à tout point de vue. Hein, en Pologne, ils le mangeaient comme en omelette.
Et puis alors, comment que ça se fait? Mes hommes ont été atteints d'une insuffisance rénale, ils sont dialysés à vie. Alors, il y a eu des analyses qui ont été faites, et ça, c'est les produits chimiques que les gens, pour avoir une meilleure rentabilité, ont eu pour faire pousser les légumes et les fruits. Hein. Et ça a fait des insuffisances rénales. Hein. Et beaucoup de gens sont décédés. Voilà. Ça, c'est le système de notre précarité et de notre orgueil. Voilà. On ne touche pas la nature sans se brûler les bras, sans se brûler les mains. Hein. Parce que là, on ne peut pas discuter avec ça. Voilà. Et il y a eu encore autre chose. Il y avait un autre champignon, pareil, c'était un souci d'un autre champignon. Pareil, les gens se sont agglutinés dans ce champignon, ils ont mangé, il a fallu leur faire des greffes de foie, parce que le foie avait été lardé comme si on l'avait découpé en morceaux. Conclusion, quand on n'est pas capable d'identifier les plantes, les champignons, il ne faut pas se prétendre un grand matador de l'espèce. Il faut dire, voilà, je sais qu'il est comestible, ce champignon, mais il a été délavé par les pluies. Donc la couleur de ce champignon a changé. Par mesure de précaution, il vaut mieux s'abstenir. C'est beaucoup plus sage et beaucoup plus raisonnable.